Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle du bruit. Ça, c'est un sujet important, le bruit en entreprise. Est-ce qu'il a un impact d'ailleurs sur notre productivité? Sûrement. On en parle avec Axel Perret-Gentil, le directeur commercial Europe du Sud et Pose France, spécialiste justement de l'audio, mais pas seulement, de la vidéo aussi. Le cercle RH, et c'est un grand entretien aujourd'hui avec le directeur des ressources humaines, de la transformation et la santé et la sécurité de Enedis. Bah oui, c'était EDF, c'est cette marque patrimoniale Enedis, avec un enjeu de recrutement des électriciens. Oui, il manque d'électriciens chez Enedis. On fera le point avec lui dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, un boxeur, un coach 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Enoch Kefa sera notre invité. Il est PDG de Nokefa et raconte sa vie et ses engagements dans un livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du bruit, alors avec un invité qui est évidemment au cœur de ce sujet puisqu'il travaille dans l'audio, et Dieu sait si c'est important à la télévision, l'audio. Axel Perret-Gentil, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur commercial Europe du Sud et Pose France. Alors c'est une marque, comme ça à l'oreille, c'est le cas de le dire, qui n'est pas connue, mais auparavant c'était Sennheiser. C'est ça, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. On a un grand héritage autour de l'audio, parce qu'auparavant, ça s'appelait Sennheiser Communication, et qui était basé sur une joint venture. Et depuis 3 ans, nous avons basculé sur une autre entité qui s'appelle EPOS, pour une couverture aussi mondialisée, qui intègre évidemment une division entreprise, mais aussi Air Traffic Control, qui est aussi les outils de communication pour le contrôle aérien et les structures militaires. C'est très sérieux, ça c'est des domaines secret défense, comme on dit, mais revenons au bruit, parce que vous faites souvent des études chez EPOS justement pour évaluer ce ressenti, la manière dont on vit avec le bruit et comment il peut avoir un impact sur la productivité des collaborateurs. Qu'est-ce qu'il en sort concrètement ? Alors, ça fait des années qu'on réalise des études sur l'environnement de travail des salariés, sur l'impact du bruit aussi. Alors, on est aussi très tourné par la protection acoustique de nos utilisateurs, parce qu'en France, notamment au niveau des casques, nous on a commencé il y a une quinzaine d'années avec les centres d'appel, donc avec des personnes qui travaillaient intensément au téléphone toute la journée, donc il fallait aussi avoir un matériel de qualité. Et au fur et à mesure des années, et le Covid est arrivé, et on se rend compte que l'impact du bruit est encore plus présent aujourd'hui. Et contextuellement, nous on peut définir 3 zones: le pré-Covid, la période de Covid où là le télétravail a été obligatoire pour tout le monde, et la période post-Covid, où désormais des salariés ont travaillé de chez eux, ont aussi eu un confort de travail différent, et aujourd'hui retournent au travail, donc on va dire sont encore plus pénalisés qu'avant sur le bruit, puisque les environnements de travail ont changé au sein des entreprises. Il y a quand même des enjeux avec des collaborateurs qui ont un impact fort du bruit lorsqu'ils sont en double tâche, c'est-à-dire, vous évoquiez les centres d'appel, mais c'est vrai pour plein d'autres, à la fois on est en train d'écrire des mails et en même temps on est au téléphone, c'est un impact terrible. Oui, alors, sur les études qu'on a réalisées, allez, j'ai 3 chiffres majeurs qui peuvent ressortir. Il y a 95% des sondés qui remarquent avoir évidemment des perturbations et des difficultés de concentration sur le travail liées au bruit, soit liées à leur activité téléphonique, soit par leur environnement de travail. Post-Covid, on a aussi fait une étude encore plus récente où désormais, on a vu le développement aussi des réunions à distance, avec la réduction des déplacements. Et donc, on passe en moyenne aujourd'hui dans une entreprise à peu près 5 heures en communication, que ce soit au téléphone ou à travers des salles de visioconférence ou à travers son PC pour communiquer. Donc épuisement, enfin en tout cas ça fatigue. Alors évidemment, le cerveau aussi traite l'ambiance sonore et aussi tous les sons qui peuvent arriver. Donc nous, chez EPOS, on a tendance à dire qu'on écoute on entend avec ses oreilles, mais on écoute avec son cerveau. Il faut savoir que notre cerveau traite toutes ces informations en permanence, avec des millions d'analyses en simultané. Évidemment, bel ordinateur, le cerveau. Très bel outil, mais par contre qu'il faut aussi protéger, et pour ça il y a une nécessité d'avoir un équipement qui coïncide avec notre activité de travail et l'environnement de travail aussi qu'on peut subir, et c'est valable pas seulement au travail, ça peut être aussi chez soi quand on est en télétravail et être perturbé par des environnements bruyants. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler et vous proposez des outils qui permettent de réduire l'effort d'écoute, d'améliorer la reconnaissance de la parole. Enfin,
des outils d'accompagnement et d'aide à la réduction du bruit, à travailler dans les meilleures conditions. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est tout à fait ça. On a développé là sur nos dernières générations de solutions une technologie qui s'appelle BrainAdapt, qui va être la base de toutes nos solutions, qu'elles soient audio, visio, où justement la technologie a été faite et travaillée sur effectivement l'objectif de diminution de la charge cognitive du cerveau pendant nos communications ou lors de communication dans un environnement un peu hostile. Ça peut arriver. Et évidemment, notre dernier produit, l'Impact 1000, intègre ceci au niveau de l'audio pour l'utilisateur, au niveau du micro qui a une capacité d'élimination de plus de 90% des bruits ambiants autour de vous, qui va aussi faciliter la communication avec votre interlocuteur, qui va évidemment ne pas vous demander de répéter parce qu'il n'entend mal, parce qu'il y a un bruit ambiant assez fort. Donc, plus on arrive à réduire les impacts négatifs du bruit autour de l'utilisateur, plus on arrive à avoir une voix naturelle, plus l'utilisateur va réduire ses communications et va les faire de manière plus efficace. On voit bien un diagnostic fait par vos équipes pour essayer de faire un diagnostic, puis résolution par ces outils. Tout ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que ça vous oblige derrière, en salle des machines, à travailler sur de la technologie, des ingénieurs. Enfin, c'est un sacré travail. On a une R&D qui fonctionne très fort. Alors, comme on est appuyé par notre maison mère, qui est aussi dans le leader mondial dans le domaine des prothèses auditives et dans les appareils de mesure acoustique, on a évidemment des laboratoires assez performants sur ce sujet, et ce qui nous permet évidemment d'avoir aussi toujours en tête la meilleure qualité audio et micro possible pour nos utilisateurs, la meilleure protection acoustique, parce qu'il faut savoir, les entreprises parfois l'oublient, qu'il y a une directive de 2006 sur la protection acoustique des salariés au travail. Non, on n'en parle jamais. En France, on est quand même plus féru de cette protection acoustique. Donc un niveau de décibels normé. Voilà, à partir de 85 décibels, l'outil de communication doit forcément déclencher un système de protection acoustique pour ne jamais dépasser sur une moyenne. Ça n'arrive jamais, vous me confirmez? Si, les entreprises françaises sont quand même assez au fait. Par contre, quand j'en parle à des collègues étrangers, c'est vrai que dans certains pays, c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc c'est des enjeux évidemment éminemment importants, d'autant qu'on est de plus en plus connectés en visio, avec des casques, d'où l'importance d'avoir des outils de qualité. C'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Merci Axel Perret-Gentil d'être venu nous rendre visite. Directeur commercial Europe du site chez Epos France, avec tout un travail de R&D, de technologie, pour améliorer la qualité et réduire les nuisances sonores. Pour conclure, je voudrais juste qu'on s'associe, nous, chez EPOS, à la semaine de la santé auditive au travail. C'est cette semaine, du 16 au 21 octobre. Donc, ça tombe bien de faire cette interview aujourd'hui. Au cœur de l'actualité, cette semaine de la santé auditive au travail, avec cette fameuse règle fixée de la loi de 2006. C'est intéressant de la rappeler, cette règle de 2006. On tourne une page, on va s'intéresser cette fois-ci, après l'audio, à l'électricité. Oui, le courant, les électriciens avec Enedis. Et on accueille le DRH d'Enedis. Il est notre invité pour le grand entretien du Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH d'Enedis. Alors, qui ne connaît pas la marque Enedis? Si vous la connaissez, d'abord, marque patrimoniale, c'était EDF. Aujourd'hui, Enedis. Et puis, ce sont ces hommes qui sont la plupart du temps dans des voitures siglées, en uniforme, et qui parfois viennent réparer le compteur, ou l'installer d'ailleurs. Et on en parle avec son DRH, Nicolas Marchand. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, directeur des ressources humaines, transformation et santé sécurité. Tout à fait. Vous avez vraiment un spectre très très large, membre du COMEX d'Enedis. On va parler recrutement, mais d'abord un petit mot sur l'entreprise quand même, parce que là je lisais dans les informations qu'on allait peut-être pouvoir caper notre consommation, et ça, les hommes d'Enedis seront en première ligne. C'est vous qui allez limiter, sur la base du volontariat, je précise, ceux qui voudront avoir que 3 kWh. C'est bien. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passera, mais bon. C'est pas un bouton qu'on tourne. Non, c'est pas un bouton qu'on tourne, et c'est pas Enedis qui manœuvrera. C'est puisque ça sera sur la demande en fait du système électrique, on manœuvrera. Central. Et je pense qu'on y reviendra. C'est aussi ce qui montre l'avantage et la technologie finalement d'Enedis. Enedis est une entreprise certes de réseau, comme vous l'avez dit. Ce sont les câbles que chacun voit chez soi, mais c'est aussi beaucoup de technologie, et notamment les compteurs communicants, et finalement un réseau qui permet... Linky, exactement. Et puis c'est un réseau qui permet justement de s'adapter au contexte énergétique du pays, et je pense que c'est là-dessus qu'on reviendra notamment. Et avant de nous tourner vers votre plan de recrutement qui est assez colossal, 2900 collaborateurs en recrutement, plus 5000 dans les 3 années à venir, c'est aussi ces hommes et ces femmes, plutôt des hommes, qui, lorsqu'il y a une tempête,
sont sur le terrain, ils sont là, en première C'est ligne. exactement ça. Aujourd'hui, j'allais dire, tout à l'heure vous disiez tout le monde connaît Enedis, c'est vrai qu'aujourd'hui on couvre 95% du territoire français, métropolitain français. Donc oui, en effet, vous avez de grandes chances d'être client d'Enedis et c'est nous qui livrons l'énergie chez vous, l'énergie électrique. Et c'est vrai qu'on a, nos salariés travaillent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et donc oui, ils sont présents et ils viennent vous dépanner lorsque c'est nécessaire. Mais on a aussi ce côté finalement technologie et notamment dans la transition énergétique qu'on est en train de vivre. Enedis est vraiment au cœur de ce point-là. On va en parler. 39 000 salariés, 10 000 femmes et un plan de recrutement pour dire, d'ailleurs, et vous venez à la télé pour nous le dire, venez chez Enedis. Est-ce qu'il y a un problème ? J'ai la réponse sur les métiers manuels, parce que globalement, on demande à être sur le terrain, avoir des chaussures à bout renforcés, être un technicien. C'est ça le sujet. C'est ça, le sujet est exactement là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une transition écologique qui est devant nous, et donc avec une demande très forte de salariés de ce domaine-là. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que finalement, les métiers dits industriels, finalement, ont été un peu délaissés par nous, en tant que parents, parfois, et bien, finalement, donc, on doit revenir sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bras qui manquent sont les bras qu'il faut arriver à impulser dans l'éducation nationale. 2900 jeunes, ça c'est le programme actuel. Tout à fait. Plus 5000, on en parlera sur les 3 années à venir. Quels moyens vous donnez pour réussir à les recruter ? Il y a de la marque employeur, il y a l'idée que c'est une belle entreprise. Comment on fait pour attirer des garçons, mais je sais aussi des filles ? Exactement. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très belle marque employeur. Comme vous le dites, aujourd'hui, on a une entreprise qui est au service de nos clients, qui intègre, qui est vraiment au cœur de la transition écologique, donc qui a du sens. Et ça, à ce titre-là, on le voit bien dans toutes les études aujourd'hui qui sont menées, les jeunes cherchent du sens dans le métier qu'ils font. Donc nous, on est complètement au cœur de ça. Et puis, on a un réseau qui progresse tous les jours, qui devient de plus en plus technologique. On a été, pour la 2e année consécutive, nommé comme étant le réseau intelligent le meilleur au monde, avec une note de 98,2%. Donc c'est vraiment, et c'est un réseau international qui a donné cette note, c'est pas Enedis qui s'est autoproclamé. C'est indépendant. Donc voilà, donc ça fait partie vraiment des points qui nous permettent de dire oui, venez chez nous, on a une entreprise qui permet à la fois d'être technique, à la fois d'avoir finalement de la technologie, mais aussi de contribuer, d'avoir du sens. Et le 3e point que je rajouterais, plus concret, c'est en plus, on est capable de vous offrir des carrières, en fait, chez Enedis. Par l'agilité de cette entreprise et puis ce qu'elle représente aussi aux yeux des Français. Statut privé, juste un détail, parce qu'on se souvient d'EDF, entreprise publique, EDF, GDF, parce que c'est toute une histoire de la dérégulation du système énergétique français. Quel statut ils ont, là, les futurs salariés ou les salariés d'Enedis ? Juste une petite précision, si je peux me permettre. EDF, aujourd'hui, reste une entreprise. C'est l'entreprise qui, aujourd'hui, fournit les électrons et produit les électrons. Il reste EDF. Voilà. Et nous, on transporte sur la partie réseau de distribution. On a coupé en morceaux. Voilà, on a coupé en morceaux. Donc, on est une entreprise complètement indépendante, même si notre actionnaire reste EDF. Et donc, on est une entreprise avec un statut. D'ailleurs, on est passé entreprise à mission très récemment. On est la première entreprise du secteur énergétique à faire ça. Donc, on reste une entreprise avec un actionnaire, avec un conseil de surveillance. Et contrat de droit privé. Et contrat de droit privé, tout à fait. On n'est pas des fonctionnaires, si c'est ça votre question. On ne recrute pas des fonctionnaires. Non, mais c'est ce que je voulais vous entendre dire. Vous n'êtes plus une entreprise composée de fonctionnaires. Il y a bien longtemps. Vous avez muté. Oui. Un mot quand même sur l'enjeu des salaires. Les jeunes qui ne viennent pas chez vous ou qui ont envie de venir, il y a aussi le débat. Évidemment, il y a le bien-être au travail. Le télétravail chez Enedis, c'est impossible. Quand on est de maintenance ou quand on est de permanence le week-end, il n'y a pas de télétravail. Alors en fait, chez Enedis, on a du télétravail puisqu'on a des métiers qui, en effet, vous avez raison, on a en effet des métiers qui ne permettent pas de faire du télétravail. Pour autant, même dans les métiers techniques, vous avez des phases de préparation, vous avez des phases qui ne sont pas des phases de terrain et sur lesquelles il y a du télétravail. Donc aujourd'hui, on a 80% de nos salariés qui sont éligibles au télétravail qui ont fait le choix de faire du télétravail, jusqu'à 10 jours par mois. Et puis on a finalement, sur les 39 000 salariés dont vous parliez tout à l'heure, on a un peu plus de 20 000 conventions signées de télétravail aujourd'hui. L'objet de la formation et de l'engagement, parce que le sujet que vous soulevez, c'est le débat de la place de notre jeunesse dans l'industrie en général, et là en particulier dans les métiers électriques, mais il y a aussi des métiers technologiques autour du développement durable. Ouverture de ces classes réseau électriques. Alors c'est Carole Grandjean, la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation, qui a porté aussi avec vous ce projet. Ça veut dire que le gouvernement est engagé
vraiment sur ce projet. Oui, c'est-à-dire que vraiment, on est parti d'un constat en fait avec la filière, parce que c'est la filière électrique. Quand vous parlez du réseau, on construit ça avec à la fois des constructeurs et à la fois des prestataires qui nous aident à raccorder les clients. Mais on a fait le constat finalement que quand on cherchait sur le marché de l'emploi aujourd'hui, on n'avait pas assez de personnes. Donc on a pris le problème un peu à l'envers et on s'est dit finalement, qu'est-ce qui fait que les jeunes finalement ne viennent pas dans ces métiers-là? Et donc on est allé voir l'Éducation nationale et l'Éducation nationale nous a accueillis, j'allais dire, très favorablement. Bras ouverts. Bras ouverts, en tous les cas, pour redonner du sens à ces métiers-là. Et donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire au travers de l'école des réseaux. Donc, pour être très concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller dans les bacs professionnels, notamment les bacs, ce qu'on appelle Promélec, donc c'est électricité et objets connectés. Et donc, là, on va aller apporter 30% de contenus pédagogiques qui seront vraiment ciblés sur nos métiers. Les entreprises qui nous accompagnent sur cette démarche-là vont proposer 18 semaines de stage pendant les... Donc vous y insérez dans le programme des éléments qui vont vous permettre de dire quand il sortira, il sera déjà formé exactement, en partie. Tout à fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est ça, et du coup de rendre très concret ces études-là, de façon à ce que l'on ne perde pas les jeunes en cours de route, parce qu'il y a aussi ce risque-là de temps en temps, c'est que les jeunes rentrent dans ces parcours-là, il faut les valoriser. À la sortie, en plus, ils ont des emplois qui sont valorisants et qui sont bien payés, donc du coup, c'est vraiment, redonnons du sens à ça, et là, l'Éducation nationale nous a vraiment aidé à écouter, et donc on a 46 classes là, qui ont démarré cette année, et puis ensuite, on va s'attaquer, entre guillemets, au BTS, puisque là aussi, on a aussi besoin de Bac+2, et donc on est en train de faire ça sur toute la chaîne. 18 semaines de stage dans les entreprises, donc c'est aussi ça l'idée, c'est de commencer très rapidement à les intégrer dans l'entreprise et dans la culture de l'entreprise, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, et derrière, c'est quoi? C'est proposition d'embauche en CDI, c'est d'abord un CDD, comment ça fonctionne? Très clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui rentre en bac Promélec, là, à la rentrée, à cette rentrée-là, donc, en bac pro, bien sûr, donc s'il est en première, pendant 2 ans, il va faire ses études, il va faire les 18 semaines de stage dans une des entreprises de la filière, et on espère avec Enedis, et à l'issue, s'il obtient son diplôme, il a quasiment toutes les chances d'être embauché, que ce soit chez Enedis ou chez une des entreprises de la filière, en fait. Mais Nicolas Marchand, je mets les guillemets, mais vous tirez un peu la bourre entre les entreprises d'électricité. Non, justement. Chaque jeune va dire, mais je vais aller au plus offrant, moi je vais aller plutôt vers les produits connectés d'une grande marque de l'immobilier. Je ne sais pas, non? Comment ça se passe? Non, justement, et c'est bien l'intérêt de l'école des réseaux, c'est qu'on a fait ça avec les grandes entreprises et les associations professionnelles du secteur. C'est justement pour éviter ce point-là, parce qu'en fait, c'était un peu ce qu'on constatait quand on allait sur le marché. Finalement, chacun faisait sa proposition, et en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de travailler comme ça. Il fallait vraiment travailler en collectif, et donc c'est vraiment ça l'école des réseaux. Et c'est aussi redonner le sens, vous parliez tout à l'heure de l'industrie, des métiers industriels, et d'ailleurs j'en profite, il y a le forum Fort Industrie là, qui va démarrer le 13 novembre et jusqu'au 1er décembre, et j'invite, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, ou même s'il y a des parents qui nous écoutent, de pousser en fait leurs enfants à faire inscrire leur classe, pour que justement il y ait un vrai sujet qui voit concrètement ce que c'est. Il y a des forums, et ça va permettre concrètement dans une espèce de métavers en fait de voir concrètement de quoi on parle quand on parle de métier, et on verra que ce sont des métiers qui sont vraiment technologiques, qui vont plus que finalement des métiers manuels, et donc l'industrie a vraiment de l'avenir. Et puis en plus, très honnêtement, c'est l'intégration des énergies renouvelables, donc ça veut dire que c'est l'électrification. On dit souvent chez nous que on est en train de construire, c'est les bâtisseurs et les bâtisseuses, parce que je pense qu'on y viendra aussi, les bâtisseuses finalement du nouveau réseau électrique qui intégrera l'électrification des usages. Aujourd'hui, l'électricité dans les usages énergétiques, c'est 25% à peu près de la consommation énergétique. En France, en 2050, c'est 55%. Donc on voit le défi qui arrive, et qu'il faut rejoignez-nous pour justement refaire ça. Et quand je dis rejoignez-nous, c'est la filière, c'est Enedis bien sûr, mais la filière en général, ce sont des métiers d'avenir. MELEC, qui est le nom de votre filière, on est bien d'accord, ce sont les métiers d'électricité et ces environnements connectés, la filière dans lequel tout le monde est engagé, et dont Enedis 5000 collaborateurs après ces 2900, donc c'est un programme extrêmement ambitieux. Vous l'avez dit à plusieurs reprises sur ce plateau avant de nous quitter, pour donner envie à ces jeunes qui souvent cherchent du sens, vous dites, mais nous aussi, on contribue à la transition écologique, et pour ne pas dire énergétique.
Comment vous y contribuez? Alors aujourd'hui, notamment quand on installe de l'éolien ou du solaire, typiquement, 90% de ces installations se font sur le réseau d'Enedis. Donc, le réseau. Exactement, le réseau se plug exactement. Et donc, et on parle, c'est pour ça qu'on disait, c'est les objets connectés. Aujourd'hui, le réseau électrique est bourré d'objets connectés. Et on a aussi de l'intelligence artificielle qui nous aide à conduire ce réseau. Donc, c'est vraiment ce point-là. Donc, c'est ça qui permettra de vraiment intégrer correctement, parce qu'on le voit bien, intégrer des énergies renouvelables sur un réseau, ça veut dire que parfois, vous produisez à des moments où il n'y a pas de consommation, et donc tout le travail d'Enedis, ça va être aussi de réguler tout ça, de s'assurer qu'à tout moment, on a sur notre réseau de distribution des équilibres qui font que vous, en tant que consommateur, quand vous allez allumer votre lumière, vous aurez la bonne intensité de lumière, et puis à l'inverse, le producteur, quand il va vouloir injecter, il sait qu'il pourra injecter. Le smart green, voilà. C'est-à-dire qu'on équilibre les énergies. Quand un immeuble est fermé, on rebascule là où il est. Vous nous dites quand même sur ce plateau que, pour que les choses soient bien claires, Enedis, c'est pas uniquement des messieurs qui, pendant la tempête, montent au poteau ou prennent des grues pour les relever. Vous nous dites, derrière tous ces métiers, il y a de la tech, il y a de l'informatique. Exactement. Et c'est ça le sujet. C'est ça. C'est pas uniquement de relever des poteaux en bois en pleine campagne. Et il n'y a pas que des messieurs. Voilà. Je pense que c'est important de le dire. Avant de nous quitter, les femmes, parce que ça c'est compliqué aussi dans certains métiers de l'industrie, de dire à ces jeunes filles en bac pro, venez nous rejoindre. Tout à fait. Il y a de la place pour elles? Mais bien sûr qu'il y a de la place, parce qu'aujourd'hui on a 25% de femmes dans nos effectifs. On en avait à peine 15% il y a 5 ans. Donc ça veut dire que concrètement ça progresse. On va le voir. Et là aussi il faut qu'on donne envie, en fait, finalement. C'est ça, c'est donnons envie aux jeunes filles. C'est finalement, nous en tant que parents, donnons envie à nos filles d'aller faire des métiers techniques. Parce que ce sont des métiers dans lesquels il y a de l'avenir, et puis il y a, au-delà de la technologie et de la technique, il y a une carrière à faire. Je le dis souvent chez nous, on a un agent d'exécution sur 3 qui arrive en maîtrise, et on a un cadre sur 2 qui ne l'était pas quand il est rentré dans l'entreprise. Donc on a une vraie progression. C'est vrai. Voilà, on est capable d'offrir des parcours, et que ce soit aux femmes, aux hommes, et plus largement à la diversité, puisqu'on a aussi une vraie politique d'insertion. Entreprise, en tout cas, qui, malgré sa transformation juridique, a une culture d'entreprise. Il y a une culture d'entreprise chez Enedis. Il y a une vraie culture d'entreprise, et qu'en plus on renforce depuis juin en étant entreprise à mission. Et vraiment, on a vraiment pour objectif de mission justement d'agir avec respect, et respect à la fois en santé-sécurité, mais aussi en respect des diversités. Vous êtes évidemment en charge de la santé-sécurité, on l'aura compris, et vous êtes le DRH d'Enedis. J'allais dire une bêtise, 29 000, 34 000, combien de salariés? 39 000 salariés. 39 000 collaborateurs partout en France, avec un plan de recrutement ambitieux de 7 900 au total sur l'ensemble des recrutements. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Nicolas Marchand, DRH d'Enedis. On va changer de sujet, encore qu'il s'agit de s'engager, et on accueille l'auteur d'un livre. Il est boxeur, mais il est aussi coach et entrepreneur, et je l'accueille évidemment juste après le jingle, c'est Fenêtres sur l'emploi. Le livre de Smart Job, un livre et un auteur, 12 rounds pour exister au-delà des échecs, écrit par Enoch Effa. Conseil fort percutant d'un triple champion du monde de boxe pour apprendre à oser, à se révéler et à se surpasser. C'est les éditions Erol. Enoch Effa est avec nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Enoch. On se connaît. Voilà, on va pas dire qu'on ne se connaît pas. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. J'ai lu votre livre. Alors, je précise qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Vous êtes aussi un sportif, parce que je crois que vous préparez une compétition là, dans les mois qui viennent. Donc, toujours sur le ring. Champion du monde de boxe 2 fois. 3 fois de la savate. Oui, savate boxe française. Donc, c'est-à-dire jambes et bras. Hein. C'est ça, les poings et les pieds. Les poings et les pieds. Donc, je vais rester extrêmement correct et extrêmement poli à votre égard. Entrepreneur et aujourd'hui chargé de mission au sein du groupe IGS. C'est important parce que c'est très nouveau dans votre parcours de vie. Et vous faites du développement pour ce groupe qui est un groupe d'école et un groupe de formation. Ce livre, il est assez incroyable parce que je croyais vous connaître. En fait, je ne vous connaissais pas. J'ai découvert dans la première partie de votre livre tout ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui devant moi, c'est-à-dire un parcours chaotique, douloureux, j'ai même envie de dire déchirant, une famille éclatée, changement de pays, un foyer, une vie chez une famille d'accueil qui, vous le dites, vous maltraite. Et je me dis, sa vie est absolument incroyable. Comment on grandit? Comment on tire profit d'une première partie de vie aussi difficile?
En fait, je pense qu'on tire profit d'une première partie de vie qui est aussi difficile, en ne voyant pas cela comme une difficulté, en fait. C'est-à-dire que quand on se connecte en fait à l'enfant qu'on est en soi, moi je me souviens de ma capacité à rêver pendant ces périodes-là. Et je vois que quand on connecte l'enfant qu'on est en soi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle être entrepreneur, par exemple. Quand on est dans un chaos, c'est de là qu'on fait émerger les choses les plus merveilleuses, en fait, parce qu'on transforme ça en opportunité. Du coup, en plus, j'ai eu la chance de vivre ça en France. J'ai eu la chance de voir les chances que j'avais et de me dire, bah, avec ces chances que je vais pouvoir saisir à un moment donné ou un autre, bah, je vais pouvoir construire à partir de ce chaos. C'est ce que vous racontez dans le livre, ça, c'est la première partie du livre, puis ensuite vous accompagnez avec des conseils extrêmement pratiques, avec des endroits où on peut même nous-mêmes s'immerger dans le livre, hein. Vous nous faites partager tout cela. Proposer challenge. Concrètement, c'est quoi le message clé que vous faites passer à ceux que vous accompagnez? Parce qu'il y a eu la boxe, on l'a compris, dès 18 ans, la boxe, la puissance, l'envie de gagner, l'envie d'exister aussi. Puis ensuite, il y a l'envie de transmettre, l'envie de partager. Ça, c'est votre expérience d'entrepreneur. C'est quoi les messages que vous vous faites passer? Osons être pour mieux transmettre. C'est juste ça, c'est de se dire qu'à partir d'un moment, ce que nous sommes, c'est un cocktail de valeurs et non pas un cocktail en fait de statut, de boulot. Vous avez pas mal de personnes qui vont mettre leur boulot au milieu de leur vie, mais si on se rappelle, on se pose la question pourquoi, on va revenir en fait à des socles de valeurs, transmission, amour, passion, innovation, tout ça. On va mettre ça au cœur de notre démarche pour se permettre d'être. Et ensuite, avec les différents outils qu'on a dans notre vie, à savoir les outils professionnels, la famille, ainsi de suite, ça va être là-bas qu'on va puiser des expériences. Pourquoi? Pour se permettre de transmettre. Parce qu'on est là que de court passage, on a un round ou 12 rounds à vivre, mais c'est pour se permettre d'être et transmettre. Vous le dites quand même dans le livre, parce que quand vous parcourez toute votre vie, les Pays-Bas, retour à Meaux, vie compliquée, avec un décès, avec de la douleur, vous dites on n'est pas obligé de passer par là pour réussir sa vie, parce que c'est votre histoire que vous racontez. On peut aussi avoir une vie peut-être moins chaotique. Il y a pas, justement, non, oui, personne n'a le monopole de la misère. Bah ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le dire. J'ai rencontré des personnes dans le cadre des différents programmes pour connecter des décideurs à impact et des jeunes qui cherchaient du boulot ou à entreprendre. J'ai rencontré des personnes magnifiques et qui n'avaient absolument pas eu besoin de vivre un schéma chaotique pour donner du sens à leur quotidien. Et ça aussi, je le dis aussi quand je m'adresse à certaines personnes dans certains types de zones, que ce soit en zone rurale ou dans certains quartiers, et de dire tu n'as pas le monopole de la misère. En fait, c'est parce que tu as eu ces expériences-là que tu devrais te donner des raisons de plus de bouger. Mais tire-en et non profit. pas l'inverse. C'est pas pour autant qu'il faut justement diminuer le niveau d'exigence qu'on devrait avoir vis-à-vis de toi ou quoi que ce soit. Tu dois puiser cette force là-dedans. 12 rounds, c'est aussi un livre de libération pour vous. Vous couchez par écrit votre histoire, votre parcours. Comment vous vous situeriez? Vous êtes quoi, une passerelle? Vous êtes un passeur? Oui, je pense que je crée aujourd'hui, ça fait bientôt plus d'une quinzaine d'années là, que je fais toutes ces actions. Oui, plutôt comme une passerelle, un pont. Je fais un pont entre différents mondes. Quand aujourd'hui j'organise des événements, C'est ça. je me retrouve avec du président de grands groupes et quelqu'un qui est en train de se chercher. Ils arrivent à se connecter. Vous créez la rencontre. On crée la rencontre et aujourd'hui c'est l'une des clés. Et avec tout ce qui arrive, intelligence artificielle, les gens qui vivent dans le virtuel, il va falloir qu'on devienne plus humain, plus connecté à ces valeurs-là et qu'on crée des ponts entre différents mondes. Toujours sportif de haut niveau ou surtout entrepreneur et chargé de mission IGS? Comment vous vous situez là aujourd'hui? Moi, je pense que j'entreprends ma vie à travers une vision qui m'anime. Donc, chargé de mission IGS, aujourd'hui, c'est par rapport à un projet qui est ambitieux et qui m'anime vraiment. C'est une mission de vie. Et pour ça, il faut entreprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir oser, il va falloir être audacieux. Le groupe IGS est d'accord pour aller avec moi sur des terrains très, très nouveaux. Et donc, aujourd'hui, c'est entrepreneur, quelqu'un qui entreprend sa vie à travers une vision qui l'anime. Merci Enoch avec ce gant de boxe avec la marque Nokefa, 12 rounds. On le découvre pour exister au-delà des échecs. Enoch Efa, c'est un vrai plaisir de lire votre livre. Lisez son livre, c'est une histoire absolument incroyable, une histoire de vie et de destin aussi. Merci de nous avoir rendu visite, cher Enoch. L'émission est terminée, merci de votre fidélité. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission, évidemment. Romain à la réalisation, je remercie Saïd au son et je remercie Nicolas Juchat, évidemment, notre programmateur préféré. Merci à vous, merci pour votre fidélité, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.